Contact extraterrestre avec la planète Vénus. Vidéo exposant en résumé le contact extraterrestre avec Vénus, dont le contenu complet est à retrouver dans un article écrit du site contactstellaire.fr. Howard Menger est né en 1922 à Brooklyn. Quand il est à l'âge de 8 ans, ses parents s'installent dans un cadre rural du New Jersey. Très jeune, il commence à ressentir des impressions étranges et à observer, avec son frère Alton, des objets circulaires brillants dans le ciel. Un jour, il voit un disque atterrir près d'eux, suivi d'un autre, plus grand, qui plane au-dessus. Effrayé, mais curieux, il s'en approche, avant que le petit vaisseau ne décolle à grande vitesse. Leurs parents n'en tiennent pas compte, pensant à des jeux d'enfants. En 1932, à l'âge de 10 ans, Howard fait ce qu'il considère comme son premier vrai contact. Dans un coin isolé de la forêt, il rencontre une femme d'apparence surnaturelle pour lui, vêtue d'un tissu lumineux et translucide. Elle l'appelle par son nom, lui parle avec chaleur, amour et sagesse, et lui révèle qu'elle et les siens l'observent depuis longtemps. Elle évoque sa mission future sur Terre, des lois universelles, des notions de fréquence et d'évolution spirituelle. Bien qu'il soit trop jeune pour tout comprendre, elle lui dit qu'il comprendra plus tard. Avant de partir, elle lui promet qu'il la reverra, mais pas avant plusieurs années, et que d'autres comme elle viendront à lui. Elle laisse entendre qu'ils veilleront toujours sur lui. Cette rencontre bouleverse profondément Howard, qui repart en larmes, marqué à jamais. Après le lycée en 1941, il travaille brièvement dans un arsenal au New Jersey, puis rejoint l'armée en 1942, affecté à une usine d'armement dans le sud-ouest des États-Unis. Deuxième contact. Pendant son service militaire près du Rio Grande, Howard Menger observe plusieurs objets volants lumineux et ressent la présence d'êtres invisibles. Un jour, alors qu'il marche dans le camp, il entend son nom sans reconnaître la voix. Il croise un homme en uniforme qui semble lui transmettre des pensées de manière télépathique. Bien qu'il ressemble à un soldat ordinaire, cet homme dégage une grande sagesse et bienveillance. Il lui confirme connaître sa rencontre passée avec la femme blonde et lui annonce qu'il la reverra. L'homme évoque des contacts anciens entre leur peuple et les Aztèques et des technologies perdues utilisant le son et la lumière. Il assure que leur mission d'aide à l'humanité continue malgré les obstacles. Avant de partir, il prédit à Howard une mutation prochaine à Hawaï, ce qui se réalise exactement, renforçant l'idée que ces êtres ont accès à une connaissance du temps bien plus vaste que la nôtre. Troisième contact. Un soir après son travail au camp militaire à Hawaï, poussé par une forte impulsion, Howard se rend seul dans une région de grottes isolée. Là, il rencontre une femme à la longue chevelure noire, vêtue d'une tunique légère, d'une grande beauté et d'une profonde douceur. Elle le reconnaît immédiatement, l'appelle par son nom et lui parle avec bienveillance, lisant ses pensées et ressentis. Elle lui explique que son comportement noble et respectueux, notamment lors d'un événement où il a protégé une jeune femme, a contribué à son choix pour ces rencontres. Elle confirme qu'il est observé depuis longtemps et jugé digne de confiance. Elle lui fait ensuite des révélations personnelles et des prédictions, notamment son prochain envoi à Okinawa entre le 1er et le 5 avril 1945, ce qui s'avérera exact. Elle devine sa peur de la guerre et le rassure sur sa survie, tout en lui disant qu'il échappera plusieurs fois au danger. La femme dit venir de Mars, mais ne peut garantir une future rencontre. Elle évoque la possibilité d'un second contact, à reconnaître par le ressenti. La discussion se termine au coucher du soleil. Howard retourne au camp, bouleversé mais enrichi par cette nouvelle expérience. Quatrième contact en 2 phases. Première phase. Howard suit une forte impulsion vers une zone de grotte à Okinawa, espérant un nouveau contact. Mais une fois sur place, l'impulsion disparaît. Il décide de passer la nuit sur place. Pendant son sommeil, il est attaqué par 3 soldats japonais. Il se défend sans utiliser son arme à feu et croit les avoir tués, ce qui le bouleverse profondément. Il soupçonne qu'une aide invisible l'a protégé.
Deuxième phase. La nuit suivante, Howard est réveillé par une voix télépathique. Guidé à nouveau vers Igroth, il rencontre un homme, grand, vêtu d'un uniforme kaki, qui se révèle être de Vénus. Il lui explique que l'expérience violente de la veille était nécessaire pour son apprentissage du caractère abject de la guerre, et que son passage dans l'armée était destiné à le rendre crédible pour sa future mission auprès de ses compatriotes américains qui l'écouteront en tant que vétéran de guerre, alors qu'il aurait été rejeté d'entrée, raillé et ignoré comme objecteur de conscience s'il avait compris l'horreur de la guerre dès le début et refusé de s'engager. Le visiteur partage des enseignements spirituels. L'âme est immortelle, la mort est une illusion, et l'humanité doit apprendre de ses erreurs. Il prédit la fin prochaine de la guerre, la reddition du Japon et l'usage d'une puissance destructrice choquante, la bombe atomique, qui pourrait menacer toute la planète. Il évoque aussi une énergie électromagnétique naturelle, connue des extraterrestres mais encore inaccessible à l'humanité à cause de ses intentions belliqueuses. Avant de partir, il lui annonce que d'autres contacts suivront aux États-Unis. Peu après, comme prédit, Hiroshima est détruite. Cinquième contact. Après son retour aux États-Unis, en 1946, Howard fonde une petite entreprise d'enseigne et mène une vie paisible et familiale. Mais en juin 1946, il ressent une forte impulsion à retourner dans les bois de son enfance à Highbridge. Sur place, il assiste à l'atterrissage spectaculaire d'un astronef en forme de cloche dont sortent 2 hommes et une femme, celle qu'il avait rencontrée à l'âge de 10 ans. Elle n'a pas changé d'apparence, malgré les 14 années écoulées, et lui révèle avoir plus de 500 ans. Elle lui explique que la longévité de son peuple découle de leur mode de vie, conforme aux lois du Créateur. Elle l'informe qu'il a toujours été observé depuis leur première rencontre, et reconnaît qu'il s'est éloigné de ses enseignements spirituels sans le juger. Elle lui rappelle que les erreurs humaines font partie du chemin d'évolution. La femme l'avertit que d'autres rencontres suivront pour parfaire sa formation, dans divers domaines, spiritualité, alimentation, relations humaines, sciences. Il devra un jour transmettre ses enseignements à d'autres, former un groupe de 12 personnes, dignes de confiance et prêtes à collaborer mentalement avec eux. Elle lui donne aussi une directive précise, de ne pas révéler son histoire avant la fin de l'été 1957, et le prévient que la diffusion de ce message entraînera critiques, moqueries et même rejet par ses proches. Quand elle lui demande s'il souhaite poursuivre malgré cela, il accepte sans hésiter. Avant de repartir à bord de son vaisseau, elle l'embrasse sur la joue. Sixième contact. Vers la fin 1947, Howard Menger reçoit la visite d'un homme se disant agent immobilier, venu avec une femme. En les accompagnant en voiture à Pleasant Grove, pour un soi-disant travail de signalétique, Howard réalise qu'ils sont en réalité des extraterrestres déguisés en civils. Il lui présente un nouveau site d'atterrissage, le lieu numéro 2, choisi pour sa distance des habitations, afin de limiter les perturbations électromagnétiques causées par leur vaisseau. Ils expliquent que cette énergie, potentiellement dangereuse si mal utilisée, peut aussi servir à guérir, en harmonisant les champs magnétiques humains. Leur médecine repose sur l'équilibre naturel, une alimentation saine et le respect des lois divines, évitant ainsi maladies et traitements invasifs. Les visiteurs, se faisant appeler simplement L et T, montrent qu'ils connaissent en détail les expériences passées de Howard, y compris celles vécues durant la guerre à Okinawa. Ils abordent avec humour leur habitude de ne pas utiliser de nom et annoncent qu'un autre contact aura lieu plus tard. Howard comprend qu'il est engagé dans une phase d'enseignement prolongé, encore confidentielle à l'époque, et nourrit l'espoir de pouvoir un jour illustrer ses expériences par des photographies. Septième contact. Au printemps 1950, le beau-frère de Howard lui raconte avoir vu une boule de feu exploser dans un champ près de Pleasant Grove. Howard reconnaît l'endroit comme étant le lieu numéro 2 utilisé pour les contacts extraterrestres. Il pense qu'un petit disque d'observation, devenu incontrôlable, a été volontairement détruit pour éviter des dégâts. En juin, Howard reçoit une communication télépathique claire de L, lui demandant de venir immédiatement sur place. Sur le site, L lui confirme que l'explosion venait bien d'un disque neutralisé. Il explique que de nombreux vaisseaux sont actuellement en activité dans le New Jersey, New York et la Pennsylvanie, et que d'autres êtres collaborent déjà avec des humains.
Elle lui annonce que d'importants changements sont proches et que des observations d'astronefs seront bientôt faites par ses proches, dans un but bien précis. Il promet d'autres contacts à venir pour poursuivre l'instruction de Howard, mais sans indiquer quand ni où. Il lui conseille aussi de ne pas parler de l'explosion avec sa famille. Après leur séparation, Howard, troublé, passe la nuit à se poser de nombreuses questions sur l'identité, la technologie et les intentions de ces visiteurs venus d'ailleurs. Au fil des années, Howard poursuit ses rencontres avec les visiteurs venus de Mars, Vénus et parfois de Saturne, tous ayant une apparence humaine. Ils existent sur un autre plan de vie dimensionnel. De manière très claire et directe, Howard indique que la vie sur Vénus et Saturne a lieu sur des plans de fréquence plus hauts que sur Terre, invisibles pour les terriens, comme le monde spirituel est invisible sur Terre par nous. Cela doit être le même principe pour Mars probablement, même s'il n'en parle pas directement. Il leur fournit parfois de la logistique, comme des vêtements, et participe à de nombreuses rencontres, souvent sur des lieux isolés. Il sera autorisé à photographier leurs vaisseaux, à monter à bord, à voler avec eux, et même à visiter la Lune et l'orbite de Vénus. Des dispositifs sont installés dans les vaisseaux pour tenter de limiter les interférences magnétiques qui rendent floues les photos, mais malgré tout les résultats restent imparfaits. Des témoins civils sont parfois invités à assister aux manifestations, et certains témoignent publiquement, notamment à la radio. Howard vit aussi des phénomènes extraordinaires, l'éveil de capacités télépathiques et psychiques, la téléportation spontanée, une aptitude soudaine à jouer au piano sans apprentissage. Il reçoit des instructions techniques sur un moteur magnétique et un appareil volant électrogravitique, le HMX-1, qu'il construit, finit par s'échapper hors de contrôle et disparaître. Sous l'impulsion des visiteurs de l'espace, ils forment un groupe d'environ 40 personnes à Plaquemine, dans le New Jersey, pour transmettre les enseignements spirituels reçus. Ces réunions hebdomadaires visent à faire comprendre les lois de la sagesse universelle, la nature divine de l'univers et le but de l'existence humaine. Howard apprend également qu'il a vécu une vie antérieure comme instructeur spirituel saturnien nommé Soldonaru. Ce lien explique selon lui sa mission actuelle de transmettre ses enseignements aux humains. Howard rencontre notamment Suna, un martien qui modifie la couleur de ses yeux, qui apparaissent gris, pour démontrer cette capacité à modifier leur apparence. Suna lui révèle qu'il l'observe depuis longtemps et apparaîtra un jour publiquement sur une photo. Howard décrit ces êtres comme grands, souvent autour de 2 mètres, beaux, avec des corps harmonieux. Les Vénusiens sont généralement blonds à la peau claire, les Martiens ont une taille plus moyenne, les cheveux bruns et les yeux foncés, et les Saturniens ont une peau très pâle, les cheveux bruns très longs et les yeux noisettes. Leur espérance de vie à tous serait d'environ 800 ans. Ces visiteurs s'habillent souvent de combinaisons moulantes brillantes dans leur vaisseau et peuvent vieillir très lentement. Howard mentionne aussi une influence du soleil terrestre sur leur pilosité lorsqu'ils séjournent sur Terre. En 1957, Howard rencontre Valiant Thor, habitant Vénus, mais probablement martien de naissance au vu de son apparence, représentant d'un conseil interplanétaire venu proposer un plan de paix au gouvernement américain. Rejeté par les autorités, il participe néanmoins à des réunions privées, dont une dans la propriété de Megger. Des photos montrent Valtor et d'autres visiteurs.
Gilles, Dan, assistant à une conférence de Howard Menger. Ce sont des photos célèbres, les seules de Valiant Thor qui existent publiquement. Howard Menger affirme que Marlin, son épouse à partir de 1958, a une apparence presque identique à celle de la Vénusienne qu'il a rencontrée en 1932 et retrouvée en 1946. Bien que Marla soit née sur Terre, son apparence humaine est quasiment celle d'une Vénusienne et son âme vient de Vénus en incarnation sur Terre, ce n'est pas par hasard. Howard précise aussi que dans son incarnation actuelle sur Terre, son propre corps ressemble beaucoup à celui qu'il avait en tant que Saturnien dans une vie antérieure comme Soldonaro. Même taille, même allure générale, ce qui renforce pour lui le lien avec son passé extraterrestre. Selon Howard, Vénus, sur le plan dimensionnel où ils vivent, non physique, est une planète jeune, une belle et saine, semblable par certains aspects à des régions luxuriantes de la Terre, comme la Californie ou l'Amazonie. Le climat y est doux, comparable à un printemps perpétuel, avec des saisons modérées. Leur atmosphère est proche de la nôtre, mais protégée des rayons solaires nocifs. La population vénusienne est majoritairement blanche de grande beauté et d'allure harmonieuse. Les Vénusiens vivent dans des petites communautés décentralisées, intégrées à la nature. Leurs maisons sont souvent en forme de dôme, semi-translucides, laissant passer la lumière. Ils ne détruisent pas la végétation pour construire et privilégient une cohabitation équilibrée avec leur environnement. Ils ne mangent pas de viande, n'élèvent pas d'animaux à des fins alimentaires et cultivent fruits, légumes et fleurs. Les animaux vivent libres et meurent naturellement. Leur système économique repose sur l'échange des talents. Il n'existe ni argent ni hiérarchie. Chacun choisit son activité en fonction de ses dons et travaille par amour du service, non par obligation. Sur Vénus, le travail est accompli avec l'aide de technologies très avancées, dans un esprit de coopération volontaire. Les bâtiments, y compris ceux de production, sont lumineux et esthétiques, à l'opposé des usines terrestres. L'éducation repose sur la mémoire des vies antérieures. Les enfants, très éveillés dès la naissance, retrouvent rapidement leurs connaissances et reçoivent un enseignement spirituel dans des centres spécialisés. La période d'apprentissage est courte, car ils appliquent ce qu'ils savent déjà d'autres incarnations. Les familles vivent des unions libres, durables et fondées sur l'amour mutuel et l'évolution intérieure. Les enfants sont pris en charge et aimés par la communauté entière. L'alimentation est exclusivement végétale et naturelle, sans produits animaux. L'intimité personnelle est respectée, chacun pouvant s'isoler à tout moment. Les vêtements sont souples, confortables et adaptés au corps. Tunique pastel pour les femmes, pantalons légers pour les hommes avec des sandales. La religion au sens terrestre n'existe pas. Il s'agit plutôt d'une spiritualité vécue au quotidien, axée sur le service à Dieu et la compréhension des lois de l'univers. Selon Howard, Jésus serait un Vénusien ayant atteint un très haut niveau d'évolution. Note, cette information sur le lien de Vénus avec Jésus est d'ailleurs présente dans des récits esséniens recensés sur Terre. Howard rapporte qu'en partageant un repas avec 2 Martiens sur Terre, il découvre qu'ils suivent un régime exclusivement végétarien, basé sur les lois naturelles et non sur des croyances religieuses. Il considère cette alimentation comme bénéfique pour la santé et respectueuse des formes de vie animale. Il recommande une transition progressive vers ce régime, en commençant par éliminer les viandes rouges, puis la volaille, puis le poisson. Selon eux, les humains finiront par créer des végétaux assez riches en protéines pour se passer totalement de viande. Les visiteurs de l'espace utilisent une énergie libre extraite directement des électrons présents dans l'atmosphère. Contrairement aux humains, qui produisent de l'électricité par des moyens destructeurs, ils se contentent d'utiliser la force entourant les électrons sans les altérer. Cette méthode ne pollue pas, ne crée pas de chaleur inutile et respecte l'équilibre naturel. Ils considèrent que toute technologie humaine qui viole les lois naturelles finit par se retourner contre nous. Howard apprend que les visiteurs de l'espace maîtrisent la téléportation de matière et de personnes grâce à des instruments basés sur un émetteur et un récepteur. Il trouve surprenant que l'humanité n'ait pas encore exploré cette technologie, pourtant proche des transmissions télévisuelles terrestres. La télépathie, chez eux, est une faculté multidimensionnelle liée à une conscience étendue. Elle permet de vivre au-delà du temps. Selon Howard, la pensée est à l'origine de toutes les créations.
dirigée par l'esprit à travers le mental et le cerveau. Autrefois, certaines glandes cérébrales humaines facilitaient ces capacités, mais elles se sont atrophiées avec le temps. Enfin, ils découvrent que les visiteurs peuvent apprendre plusieurs langues terrestres en très peu de temps, grâce à un convertisseur linguistique. Relié à des électrodes posées sur les tempes, l'utilisateur reçoit simultanément les sons, les images mentales et les significations profondes des mots, ce qui imprime durablement la langue dans sa mémoire. Cette technologie permet un apprentissage rapide et complet, combinant perception auditive, visuelle et cérébrale. Howard décrit les vaisseaux spatiaux des visiteurs comme ayant souvent des formes variées, cloches, disques, soucoupes, œufs ou cigares, mais ces apparences peuvent être trompeuses à cause des champs magnétiques puissants qui les entourent et qui déforment visuellement leurs contours. En vol, certains apparaissent comme des globes lumineux éblouissants, pulsant de couleurs changeantes. Une fois immobiles, leur éclat diminue, révélant une surface métallique avec des hublots. Lorsqu'ils sont posés au sol, ils peuvent rester lumineux ou devenir sombres, avec une porte dissimulée qui ne devient visible qu'à l'ouverture, semblable à un diaphragme de caméra. Le modèle classique vénusien qu'il observe ressemble à une cloche métallique, pouvant atteindre des vitesses vertigineuses dans l'atmosphère jusqu'à 32 000 km/h et dépasser la vitesse de la lumière hors de celle-ci. Sous ces vaisseaux, 3 sphères sont souvent visibles, semblant métalliques mais capables de se déformer comme du caoutchouc, parfois translucides. Ces apparences et effets ont également été rapportés par d'autres témoins, comme ceux proches d'Adamski. Howard distingue plusieurs types de vaisseaux. L'astronef vénusien en forme de cloche, le vaisseau de Saturne légèrement plus plat, et le gigantesque vaisseau mère de forme elliptique ou en cigare, parfois long d'1 kilomètre. Il mentionne aussi les fameuses boules de feu vertes, observées après des essais nucléaires, qu'il identifie comme des dispositifs protecteurs envoyés par les extraterrestres pour neutraliser certains effets destructeurs. Il relate plusieurs atterrissages, dont celui de 1946, où il revoit la femme rencontrée dans son enfance. Le vaisseau arrive d'abord comme un globe flamboyant, avant de devenir un engin métallique et silencieux. Lors d'un autre atterrissage en 1956, il observe à moins de 30 mètres un appareil descendre sans bruit et stationné juste au-dessus du sol. Il prend alors plusieurs photos, où l'on distingue les globes sous l'engin, dont un semble s'allonger pour toucher le sol. L'intérieur du dôme laisse apparaître par endroits des hublots. Enfin, Howard mentionne un vaisseau d'apparence différente, arrivé au coucher du soleil, qu'il compare à une tache chinoise translucide retournée. Il remarque que les visiteurs utilisent divers modèles selon leur mission, tout comme nos avions terrestres, ce qui expliquerait la diversité des observations. Ces descriptions rejoignent celles d'autres contactés, comme George Adamski, confirmant la cohérence de certains détails entre différents témoins. Howard n'a pas lui-même livré de description technique détaillée du fonctionnement des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Toutefois, il inclut dans ses récits le témoignage de George Van Tassel, un autre contacté vénusien, qui affirme que les vaisseaux utilisent une propulsion basée sur l'émission en spirale d'un rayonnement lumineux émanant de leur pôle supérieur positif, donnant l'illusion d'une rotation. Ce rayonnement est contenu dans un champ neutre ovoïde, et les principes de cette énergie libre seraient si simples que selon Van Tassel, tout bon mécanicien pourrait en construire un moteur, d'où le secret gardé à leur sujet. Une nuit d'avril 1956, Howard reçoit une impulsion télépathique pour se rendre au lieu numéro 1. Il y observe pour la première fois un vaisseau spatial qui atterrit, émettant des lumières pulsantes. Il prend plusieurs photos autorisées, dont une de la silhouette d'un homme devant l'engin. Ce contact lui confirme qu'il pourra diffuser ces photos, même floues à cause des champs magnétiques, comme premier pas vers l'ouverture au public. Déçu par la qualité des clichés développés, Howard pense d'abord à une falsification, avant de comprendre que les distorsions viennent des rayonnements du vaisseau. Il s'équipe alors d'un appareil Polaroid. Lors d'un second contact en août 1956, il photographie un autre vaisseau en vol stationnaire et son pilote au trait harmonieux. Les photos restent déformées mais authentiques. Les visiteurs lui confient que les images sont volontairement imprécises pour ne pas compromettre ceux qui vivent infiltrés sur Terre. Howard, tiraillé entre devoir de discrétion et envie de partage, commence malgré tout à diffuser son histoire, en partie sous la pression familiale avant le moment prévu. Une nuit de 1956, Howard reçoit une invitation téléphonique
à se rendre au lieu habituel de contact. Sur place, il observe l'arrivée lente et silencieuse d'un vaisseau lumineux qu'il photographie. À son atterrissage, un visiteur blond, déjà rencontré auparavant, l'invite pour la première fois à monter à bord. Son chien Tassi les accompagne, mais reste dehors sur ordre du visiteur. À l'intérieur du vaisseau, Howard découvre une salle circulaire avec une grande table lumineuse, des écrans, des instruments complexes et plusieurs opérateurs. Il assiste à une transmission en direct entre le vaisseau et un autre groupe de contactés sur Terre, ce qui le stupéfie. Les visiteurs lui montrent la Terre depuis une lentille télescopique intégrée au sol et lui font entendre des conversations au sol, illustrant la puissance de leur technologie. Howard leur pose de nombreuses questions. Ils y répondent partiellement, insistant sur le fait que leur science repose sur les lois naturelles encore mal appliquées sur Terre. Il lui explique que s'il n'a pas l'information scientifique, il possède en revanche les qualités pour transmettre leur message spirituel. Après l'échange, Howard quitte le vaisseau, ému et profondément touché. Le visiteur lui adresse une bénédiction finale, renforçant sa mission de messager auprès de l'humanité. La nuit suivante, Howard est recontacté pour un nouveau vol à bord d'un vaisseau modifié pour réduire les perturbations électromagnétiques. Un rayon bleu ajuste sa fréquence corporelle avant l'embarquement. À bord, sa montre s'arrête brièvement, mais redémarre grâce à un dispositif neutralisant les perturbations magnétiques, activé par un opérateur. Ce vol test vise à vérifier si les nouvelles protections permettent de meilleures photos. Howard parvient à photographier le vaisseau. Les clichés sont améliorés mais encore flous. Les visiteurs lui montrent ensuite un système d'image en 3D d'un réalisme saisissant réservé aux personnes préparées. De retour, sa voiture ne démarre pas, la batterie ayant été affectée par l'énergie du vaisseau. Avant de partir, les extraterrestres lui annoncent un prochain voyage plus long. Howard soupçonne que la Lune, que son visiteur lui montre à l'horizon, est une piste sur la destination future. Howard participe au projet Lune, un programme extraterrestre impliquant plusieurs humains choisis. Il n'est pas le seul terrien. D'autres âmes sélectionnées sont présents, même si certains ont été écartés à cause de contraintes familiales. Lors d'une nuit d'août 1956, Howard est conduit avec d'autres participants vers 2 vaisseaux extraterrestres. Après embarquement dans l'un d'eux, ils assistent à des démonstrations technologiques, notamment des vues détaillées de la Lune via un écran de contrôle avant même le décollage. Peu après, le vaisseau décolle réellement et entame 2 orbites lunaires à plus de 131 000 km/h. Howard voit la surface lunaire, des cratères, des constructions en dôme et même un astronef atterrir. Il aperçoit également la Terre suspendue dans l'espace et tente de prendre des photos, dont 3 ressortiront floues mais précieuses à ses yeux. Il est rejoint à bord par d'autres humains, visiblement déjà impliqués dans le programme. Tous restent silencieux et absorbés devant les images lunaires. Après 2 heures seulement, le vaisseau revient au point de départ. L'expérience est brève mais marquante et Howard se voit promettre qu'il pourra atterrir sur la Lune lors d'un prochain voyage. Le 1er septembre 1956, Howard est invité à bord d'un vaisseau vénusien plus grand que ceux qu'il avait vus auparavant. 3 extraterrestres composent l'équipage et Howard s'installe dans la salle principale avec eux. Le vaisseau décolle sans bruit perceptible. Après un bref passage au-dessus de la Lune, le vaisseau traverse l'espace, évitant des objets semblables à des météores grâce à un champ de protection. En vol, un des visiteurs montre à Howard un spectacle en 3 dimensions, projeté au centre du vaisseau. Il s'agit d'un survol détaillé de la planète Vénus qu'ils sont en train d'effectuer. Howard y découvre une civilisation très avancée, avec de magnifiques constructions en forme de dôme, intégrées dans la nature, entourées de forêts, de rivières et de vastes jardins. Il observe des habitants vêtus de tenues pastel, des animaux inconnus et des véhicules sans roues flottant au-dessus du sol. L'un des hommes lui explique que les Vénusiens ont évité l'étape de la roue, qu'ils considèrent comme un frein au développement. Le film se termine, et peu après, le vaisseau ramène Howard au point de départ. Le voyage, aller-retour vers Vénus et survol de sa surface, n'a duré qu'environ 30 minutes. En revenant sur Terre, Howard éprouve une sensation d'enfermement après avoir vu une civilisation aussi harmonieuse. En septembre 1956, Howard est contacté par un ami impliqué dans le projet Lune. Ensemble, ils rejoignent un vaisseau spatial
où il retrouve plusieurs autres humains qu'il connaît ou reconnaît, également contactés. Le groupe, composé de 4 terriens et de 2 êtres de l'espace, décolle en direction de la Lune. On leur annonce qu'ils vont subir un processus de transformation atomique. La fréquence vibratoire de leur corps sera modifiée pour s'adapter à l'environnement lunaire. Ce traitement, qui dure environ 10 jours à bord, provoque chez Howard une clarté mentale accrue, une intensification des sens et un sentiment de légèreté physique. À bord, l'environnement est calme, harmonieux et hautement fonctionnel. Les cabines sont équipées de lits superposés, douches automatisées et hygiène parfaite sans nécessité de rasage. Les repas, entièrement végétariens, sont riches, variés et produits par des dispositifs automatiques. Ils incluent des aliments venus d'autres mondes comme des noix, fruits exotiques et légumes géants. Le voyage n'est pas uniquement physiologique, mais aussi éducatif. Musique interplanétaire, communication avec d'autres vaisseaux, programmes culturels d'autres planètes et enseignements délivrés par les instructeurs de l'espace. Howard vit cette immersion comme un moment de transformation complète, reflet de la philosophie des visiteurs. Bien-être, technologie bienveillante, connaissance et élévation spirituelle. Lors de son approche de la Lune, Howard photographie des nuages très fins dans un cratère et un dôme translucide où le vaisseau atterrit. À l'intérieur, il découvre un vaste hangar, orné de plantes, œuvres d'art et écrans diffusant des programmes interplanétaires. Séparé de ses compagnons, il embarque dans un train flottant qui traverse divers paysages lunaires, dont une zone désertique brûlante abritant l'épave d'une fusée écrasée en 1944. Dans un second dôme, il sort brièvement respirer un air chaud, mais respirable. Son groupe comprend des scientifiques de plusieurs nations, USA, Russie, Japon, Allemagne, témoignant d'une collaboration internationale et interdisciplinaire. Il visite une exposition interplanétaire présentant art, musique, technologie, horticulture et cristaux. Le séjour dure 4 jours, se termine par un grand dîner et Howard ne peut photographier que certains éléments. Il rentre sur Terre sans besoin de réadaptation grâce au traitement reçu. Un contact de Howard sur Terre, en lien avec les visiteurs de l'espace, reçut une pomme de terre cultivée sur la Lune. Howard fit analyser un échantillon à Philadelphie. Il contenait 15% de protéines, bien plus que les 2 à 3% habituels. Un test au carbone 14 fut envisagé, mais abandonné faute de moyens. Le spécimen fut ensuite confié à un organisme gouvernemental où un scientifique enthousiaste promit des analyses avancées. Les témoins purent observer l'échantillon sous microscope, révélant une surface cristalline. Malgré cela, aucun résultat ne leur fut jamais communiqué. Howard soupçonna un classement secret des données et dénonça le monopole de la science. Howard raconte avoir assemblé spontanément, comme dit, un petit dispositif électromagnétique qui, une fois alimenté, produisit une lumière bleue tournoyante et s'éleva soudainement, traversant le plafond de son atelier avant de retomber et se briser. Il soupçonne alors qu'une forme d'énergie libre s'est déclenchée, bien au-delà de ce que la petite batterie aurait pu produire seule, et un effet anti-gravité a eu lieu. Plus tard, Howard construit un modèle plus abouti en 1951, le HMX-1, un appareil circulaire radiocommandé inspiré des vaisseaux observés et basé sur les principes qu'il avait perçus à travers ses contacts et intuitions télépathiques. Il défend la théorie que la gravité est une poussée exercée par des particules cosmiques pénétrant toute matière, théorie qu'il avait déjà esquissée au lycée. Pour lui, c'est en modifiant le champ gravitationnel local par contrôle de ses flux énergétiques qu'un appareil peut s'élever. Son prototype, constitué de 3 couches, aluminium, isolant, aluminium, contenait l'énergie dans une sphère close, mais la décharge contrôlée de cette énergie générait une force de propulsion comparable à de la foudre en boule. Le modèle HMX-1 vola effectivement sur plusieurs kilomètres avant de devenir incontrôlable et de s'écraser. Les restes furent retrouvés dans un champ à la frontière de l'Ohio et de la Pennsylvanie,
et Howard fut contacté par 2 agents du FBI. Ils le réprimandèrent pour avoir fait voler un engin sans autorisation au-delà de 150 mètres. Ensuite, un vif intérêt pour sa technologie fut manifesté, mentionnant un possible contact du Pentagone. Malgré la perte de l'engin, l'incident confirma à Howard que ses recherches touchaient à une réalité cachée, liée à une énergie libre accessible mais étroitement gardée. En 1961, Howard participe au développement d'un engin antigravitique baptisé HMX-4, réalisé en partenariat avec l'armée de l'air américaine qui l'a contacté suite au crash de son HMX-1 suite à la visite du FBI. Basé sur son prototype expérimental HMX-1, ce vaisseau circulaire de 11 mètres est conçu dans une base hautement sécurisée à Colorado Springs. Howard travaille sous supervision militaire avec une équipe d'ingénieurs et de scientifiques dans le plus grand secret. Il est accompagné dans ses déplacements. Il est interdit d'en parler à sa femme et accepte ces conditions en échange du soutien technique et financier pour concrétiser son projet. Le HMX-4 fonctionne sur un principe électrogravitique, exploitant l'énergie ambiante pour la transformer en électricité à très haute tension. Il est pilotable par un seul homme, mais peut accueillir 4 personnes, et il est équipé de systèmes de navigation avancés. Le vol d'essai est un succès. Le vaisseau atteint une altitude de 10 000 pieds et revient se poser en douceur. L'événement est filmé et une célébration est organisée avec toutes les personnes impliquées. Howard et l'équipe reçoivent une rémunération et un revenu mensuel à vie est promis. Pourtant, 1 an plus tard, tout cesse brutalement. Le site de test disparaît sans laisser de traces, les chèques à vie sont interrompus et les anciens membres du projet deviennent injoignables ou restent évasifs. L'appareil et les installations se sont volatilisés, laissant Howard dans l'incompréhension. Un ancien collègue qui en savait plus lui a dit que tout a été démantelé et installé ailleurs sur décision supérieure. Les extraterrestres contactant Howard Menger affirment venir sur Terre par amour et au service du Créateur, non pour dominer ou conquérir. Ils insistent sur le fait qu'aucun être ne devrait s'emparer d'un autre monde. Leur présence est guidée par une mission spirituelle d'aide à l'humanité, dans le respect des lois divines et naturelles. Ils ne contactent que certaines personnes sélectionnées, souvent parce qu'elles sont issues d'autres planètes par incarnation sur Terre, ou portent en elles une prédisposition spirituelle. Ces contactés sont éveillés pour devenir des flammes de vérité, bien que cela implique pour eux des épreuves, telles que le rejet ou le ridicule. De plus, de nombreux extraterrestres vivent parmi les humains, incognito. Certains incarnés, d'autres arrivés directement par vaisseau. Ils œuvrent dans tous les milieux sociaux, du plus modeste au plus élevé, partageant tous une même vocation, l'amour du prochain. Parfois, des humains collaborent sans savoir qu'ils aident des êtres venus d'ailleurs, influencés ou guidés discrètement dans leur travail, notamment des scientifiques. D'après Howard, des Martiens, Vénusiens et autres ont mentionné des noms précis de tels individus travaillant dans plusieurs États américains. Howard décrit des disques de détection mentale, utilisés pour analyser les émotions, pensées et intentions d'un individu. Ces appareils, qui sont des sortes de sondes psychiques reliées aux vaisseaux spatiaux, enregistrent jusqu'aux souvenirs des vies passées. Ils servent à évaluer la capacité d'un humain à coopérer ou à être témoin. Bien qu'avancés, ces systèmes ne peuvent pas prédire totalement le comportement humain à cause du libre arbitre fondamental de chacun. Les extraterrestres utilisent aussi des technologies d'influence douce, non pour contrôler, mais pour stimuler les capacités latentes du cerveau humain, dans le respect total du libre arbitre. Ces technologies incluent des dispositifs émettant des ondes sonores, lumineuses ou colorées, placés discrètement dans des lieux stratégiques. Ces dispositifs sont utilisés pour influencer localement les consciences, éveiller l'intérêt pour les questions spatiales et favoriser les rencontres, en entrant en résonance avec les individus qui ont des prédispositions d'ouverture à ces sujets. Howard, en tant que contacté conscient, joue un rôle actif dans cet éveil de conscience et accepte sa mission, malgré les menaces, avec détermination. Howard Menger relatait avoir souvent apporté une aide concrète aux extraterrestres, notamment à ceux fraîchement arrivés sur Terre. Il recevait des appels télépathiques, parfois au milieu de la nuit,
et partait discrètement y rejoindre. Ces contacts, bien que porteurs d'une dimension spirituelle, étaient surtout pratiques. Il les aidait à se fondre dans la société humaine. Il leur procurait des vêtements civils, les accompagnait dans l'essayage, parfois comique, de soutien-gorge ou de chaussures à talons qui stupifiaient de bêtises les femmes, et servait même de coiffeur pour ceux qui souhaitaient raccourcir leurs cheveux. Il leur apportait aussi de la nourriture, toujours naturelle, jus de fruits glacés, blé germé, pain complet, mais jamais de lait ni d'agrumes. Les visiteurs critiquaient la pauvreté nutritionnelle des produits terrestres, due au sol appauvri et aux engrais chimiques. Ils disposaient aussi de leur propre nourriture déshydratée, riche en nutriments, qu'ils reconstituaient avec de l'eau. Howard les aidait à s'orienter localement, école, sources, postes, etc. Mais ils se montraient très autonomes et n'avaient besoin ni de papier d'identité ni d'emploi. Ces moments ont permis à Howard d'apprendre beaucoup sur eux et leur mode de vie. Il confiait avoir retiré une grande satisfaction de cette coopération discrète, malgré les contraintes que cela impliquait pour sa vie personnelle. Sur invitation des visiteurs, Howard emmène un petit groupe de témoins dès août 1956, dont un physicien d'une grande université de l'Est, au lieu numéro 1. Ils observent de nuit, par temps orageux, des disques lumineux de 20 cm à 3 mètres de diamètre, émettant des pulsations colorées. Ces objets, selon Howard, enregistrent les pensées et émotions des témoins, et leur demandent de ne pas trop s'en approcher. Les mêmes témoins sont invités quelques nuits plus tard à une rencontre directe avec des extraterrestres, dans un verger près de la maison familiale de Hobart. Ils voient 3 hommes et une jeune femme, grands, environ 2,10 m, très agiles, capables de franchir d'un saut en lévitation des haies de 1,50 m de haut et des distances de plus de 6 mètres de long. Leur apparence est décrite comme lumineuse. La lumière artificielle semble les gêner et ils évitent les phares de voiture. Marianne Tharp faisait partie d'un groupe de témoins accompagnant Howard Menger lorsqu'ils ont vu des hommes de l'espace franchir d'un seul bond une haie et une clôture sur une distance d'environ 4,50 m. Elle a également observé au même endroit un disque volant en compagnie des autres membres du groupe. Interrogé à la radio par Long John de New York, le père de Howard Menger, initialement sceptique, confirme en 1956 avoir vu 2 hommes de grande taille, environ 1,80 m à 1,90 m, habillés en combinaison de ski. Il décrit leur déplacement aisé dans une herbe haute et confirme avoir vu les vaisseaux, de jour comme de nuit. Initialement sceptique, il reconnaît ne plus l'être. En janvier 1957, M. X, physicien devenu homme d'affaires, témoigne à la radio de Long John, au WOR de New York, avoir accompagné un petit groupe à un rendez-vous nocturne. À travers les arbres, ils observent une lumière pulsatile variable, brillance croissante et décroissante sur 15 à 30 secondes. Howard s'enfonce seul dans les bois vers cette lumière. Le groupe entend ensuite 2 voix distinctes, dont celle d'Howard et une autre plus chantante. La conversation dure environ une demi-heure. Il ne distingue pas les mots. Une visite nocturne de 3 policiers et un journaliste a lieu chez Howard par curiosité une autre fois. Il leur montre ses photos, puis les amène au lieu numéro 2. Là, ils aperçoivent une lueur pulsatile dans le ciel. Un astronef est visible faiblement au-dessus des arbres. Howard s'avance seul et rencontre 3 extraterrestres, dont un habillé comme un humain. Un disque d'observation change de couleur, de bleu-blanc à orange, signalant une alerte liée à l'un des policiers qui a une arme malgré ses dénégations. Les visiteurs refusent dès lors de s'approcher du groupe. Les policiers restent sceptiques. Le juge Jules Saint-Germain, de Lynbrook, à Long Island, mène des entretiens sérieux et enregistrés avec les témoins. La meilleure des positions, selon Howard, est celle du physicien. Un soir, le juge et 2 autres hommes se rendent au lieu numéro 1. 30 minutes plus tard, ils reviennent bouleversés, mais refusent de dire ce qu'ils ont vu. L'un d'eux a le visage livide. Howard raconte qu'après un certain développement spirituel et psychique guidé par ses amis de l'espace, il a acquis des facultés latentes telles que la télépathie, le contrôle de la matière et la téléportation.
Un soir de travail dans son atelier, alors qu'il peignait une pancarte, il pensa intensément au lieu numéro 1, un champ situé à 13 km. Peu à peu, son environnement visuel se dissout, remplacé par l'image nette du champ. Il se retrouve alors physiquement sur place, dans l'herbe humide, incapable de comprendre comment il est arrivé là. Après avoir pris conscience de ce qui venait de se passer, il se reconcentre sur son atelier. Une nouvelle transition se produit et il se trouve à nouveau devant sa pancarte, exactement comme il était parti. Le pinceau est tombé, la peinture est sèche. Il conclut qu'il s'est bel et bien téléporté. Cette expérience s'inscrit selon lui dans une vision plus vaste que lui ont enseigné des extraterrestres. Notre réalité matérielle est une illusion perçue par nos sens physiques, et l'homme a perdu ses facultés naturelles comme la téléportation en se reposant sur des technologies artificielles. La téléportation, dit-il, repose sur une visualisation mentale totale et sensorielle du lieu cible et l'harmonisation vibratoire du corps avec cette réalité. Un deuxième événement confirme, selon Howard, la réalité de ce pouvoir, avec des témoins pour en attester cette fois-ci. Le 8 décembre 1956, alors qu'il dîne avec des témoins à 1h30 de route de chez lui, sa belle-sœur Marie, qui se trouve chez lui avec sa femme et les enfants, entend frapper à la porte. Elle ouvre et voit Howard, muet, qui lui tend sa pipe. Il recule de 2 pas, puis disparaît devant elle. 10 minutes plus tard, il l'appelle depuis le lieu du dîner et lui demande si elle l'a bien vu. Elle confirme, et il lui dit qu'il a tenté une téléportation consciente. Plusieurs témoins confirment sa présence continue au dîner, sauf une courte absence de quelques minutes pour son expérience de téléportation. Il était à 1h30 de route de chez lui pour rappel. Marie conserve la pipe comme preuve tangible. Howard ajoute que ses facultés doivent être utilisées avec sagesse pour servir et non impressionner. Selon lui, la peur bloque l'accès à ses capacités, car elle entre en conflit avec les fréquences subtiles qu'elles exigent. Il conclut qu'il a fait des erreurs dans l'usage de ses dons au début, mais qu'il a compris qu'ils doivent être employés uniquement dans un but altruiste, conformément à la volonté divine. Au printemps 1957, Walmanger, plongé dans ses pensées, visualise intensément son ancien camion vert qu'il avait vendu peu avant. Plus tard, il reçoit un appel de la police l'accusant d'avoir franchi un feu rouge avec ce même camion à l'heure exacte où il était réuni avec plusieurs témoins. Intrigué, Howard comprend que sa visualisation mentale aurait pu provoquer la matérialisation temporaire du véhicule. Lors de l'audience, le sergent affirme avoir vu le camion immatriculé WRE79, identique à celui de Howard, passer le feu rouge, puis disparaître mystérieusement sans qu'il ne voie de conducteur. Le juge, déconcerté, conclut qu'il s'agit du cas le plus étrange qu'il ait jamais entendu, d'autant plus que le camion est toujours en réparation au garage auquel il l'a vendu. Howard est acquitté grâce au témoignage de ses amis et à la preuve que le camion était immobilisé. L'épisode suggère une manifestation physique induite par la pensée intense avec témoins et conséquences réelles. Lors de ses contacts avec les visiteurs de l'espace, un couple d'origine martienne avertit Howard qu'une conspiration secrète agit sur Terre, composée de faux hommes de l'espace, capables d'imiter les véritables visiteurs, d'apporter des spécimens authentiques ou de promettre de faux voyages, dans le but de tromper, de semer le doute et de discréditer les vrais contactés. Ces conspirateurs sont des êtres humains très instruits en technologie, en psychologie et surtout en téléinfluence. Ils ont infiltré des gouvernements et des religions, et coopèrent aussi avec des groupes souterrains inconnus du grand public, ainsi qu'avec certains êtres d'autres planètes, comme des martiens corrompus. Leur but est de détourner l'humanité de la vérité spirituelle au service d'un agenda anti-divin. Howard, troublé, prend conscience que le travail des véritables hommes de l'espace n'est pas sans obstacle et que le discernement, la prière et la vigilance sont essentiels pour se prémunir contre ces forces de manipulation et de division. Dans un contexte spécial qui lui avait été annoncé auparavant, Howard voit un astronef translucide d'apparence inhabituelle ressemblant à un bol renversé, dont descend un être majestueux, grand, blond, vêtu d'une combinaison blanche et d'une pèlerine bleue. Rayonnant d'amour et de sagesse, cet instructeur spirituel communique avec Howard par télépathie, lui transmettant un savoir immense sous forme d'images mentales rapides et précises. Il lui révèle que l'homme est un être multidimensionnel, animé par un esprit éternel, que la matière est une illusion, et que la vraie nature humaine est spirituelle.
Il explique la réincarnation, l'évolution de la conscience et le rôle de certains êtres venus d'autres mondes pour aider la Terre. Il insiste sur la nature impersonnelle de Dieu, intelligence infinie, et critique les images déformées issues des religions et des pouvoirs humains. L'être avertit aussi Howard que des épreuves l'attendent, nécessaires à un processus de tri spirituel. Enfin, il l'assure que tout ce savoir lui reviendra au moment opportun pour qu'il puisse l'enseigner. Cette rencontre bouleverse profondément Howard, qui considère comme une véritable révélation. Lors d'une conférence de George Van Tassel, Howard Menger rencontre Connie, une artiste sculptrice connue sous le pseudonyme de Marla Baxter. Il la reconnaît immédiatement comme étant la sœur de Vénus, annoncée autrefois par la Vénusienne rencontrée dans son enfance, puis plus tard, à laquelle elle ressemble très fortement. Connie est en réalité la réincarnation de sa compagne d'une vie antérieure sur Vénus, appelée alors Marla, d'où son choix de ce pseudo sur Terre, où Howard était un enseignant spirituel saturnien, nommé alors Soldonaru. Howard se souviendra qu'il avait quitté Marla sur Vénus pour accomplir une mission sur Terre, et qu'il s'était promis de se retrouver. Leur mariage en 1958 marque la fin de son union avec sa première épouse, Rose. Il révèle qu'il est venu sur Terre comme Rawkin, en entrant dans le corps mourant d'un bébé nommé Howard à l'âge d'1 an, avec l'accord de l'âme sortante. Il conserve des souvenirs de sa vie saturnienne et de l'enfant initial. Il explique que la fréquence vibratoire de Saturne et de Vénus est beaucoup plus élevée que celle de la Terre, rendant invisible leur forme de vie aux humains. Les âmes qui s'incarnent ici doivent adapter leurs vibrations, perdant souvent la mémoire de leurs vies antérieures. Sur ces planètes, les unions sont fondées sur la compatibilité vibratoire et spirituelle. Howard reconnaît que son éveil à sa véritable identité a contribué à l'échec de son premier mariage et au retour inévitable de Marla dans sa vie. Enfin, il affirme que leur réunion est l'expression d'un amour authentique, supérieur aux normes sociales, et que ces retrouvailles marquent l'accomplissement d'une promesse faite entre deux âmes liées au-delà du temps. Ensemble, Howard et Connie Marla auront un fils en 1959. L'année qui précède, en 1958, Connie publiera un roman intitulé My Saturnian Lover, racontant son amour avec un Saturnien, sa vie précédente avec Howard sur Vénus. Il sera republié plus tard sous le titre Song of Saturn en 1968. En 1959, le livre de Howard racontant tous ses contacts avec des visiteurs de l'espace, intitulé From Outer Space to You, est publié. Il sera traduit en 1965 en français sous le titre Mes amis les hommes de l'espace. Le contenu important est repris et enrichi dans de nouveaux contenus et publié en 1991 sous le titre The High Bridge Incident, coécrit par Howard et Connie. Au début des années 1960, envahi par le public et harcelé par les autorités, Menger quitte le New Jersey pour la Floride. Howard fonde une entreprise de signalisation qui devient florissante là-bas. Le couple reste discret pendant 35 ans sur leurs expériences, avant de publier un nouveau livre en 1991, confirmant l'authenticité de leur contact. En 1962, sous la pression de la CIA, Howard fait une rétractation publique prétendant avoir été manipulé et que les visiteurs ne viennent pas de l'espace. Mais dans les années 1980, il révoque cette dénégation, affirmant qu'elle lui avait été imposée pour 20 ans suite à un document qu'il avait signé avec des menaces derrière en cas de rupture. Dans ces dernières années, il confirme que ses contacts étaient bien réels. Les critiques ne regardent que sa rétractation de 1962 pour dire qu'il a avoué que tout était une fraude et en resté là, en dépit de tous les témoins et preuves, et alors qu'il a continué à affirmer le contraire depuis les années 1980, mais sa publication de 2 livres sur les visiteurs de l'espace depuis, en 1991 et 1995 de nouveau. Malgré les accusations de fraude, de nombreux témoins oculaires, dont sa première épouse et son père, ont vu les vaisseaux et les extraterrestres. Des photos et des films, certains perdus ou falsifiés selon Howard, ont aussi été produits à l'époque, bien avant l'ère du numérique. Tous ces éléments soutiennent la réalité de ces expériences et contredisent l'hypothèse d'une supercherie. Le mariage de Howard et Connie durera 51 ans, jusqu'à la mort de Howard en 2009. Connie décédera en 2017.
Si vous êtes intéressé à en savoir plus, un article complet dont est issue cette vidéo résumée est à retrouver sur le site contactstellaire.fr. Vous trouverez le lien vers l'article dans le descriptif attaché à cette vidéo.